RMC 13h06, c'est Carrément Brunet et Eric. Aujourd'hui, si vous avez quelques euros à parier, ce n'est pas sur François Hollande. Non, effectivement, vous allez comprendre, on va parler aujourd'hui de magouille, de corruption, d'emploi fictif, d'enveloppe de liquide, de double facturation, de marché et trucs. Et je reçois un homme très courageux qui s'appelle Gérard d'Allongeville. Son livre sulfureux, Rose Mafia, qui vient de sortir, est à mon avis un cataclysme dans la présidentielle. D'Allongeville, vous savez, c'est l'ancien maire socialiste d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Et tout ce qu'il dénonce dans son livre, a été placé depuis plusieurs mois entre les mains de la justice, et la justice a accordé suffisamment de crédit à ce livre pour décider d'ouvrir 4 enquêtes préliminaires simultanées. Alors comment le Parti Socialiste peut-il mettre un département entier en coupe réglée? C'est ça la question du livre. Pourquoi l'hypocrisie des éléphants, des grands du Parti Socialiste fait que ils n'ont rien dit, quoi. Parce qu'aujourd'hui ils jouent un peu les vierges effarouchées. Ça me paraît pas très crédible. Ce livre, au fond, Rose Mafia, il pose la question de l'État socialiste qui pourrait naître après la présidentielle si Hollande gagne. C'est vrai que le Parti Socialiste est déjà à la tête de la quasi-totalité des départements, des régions de France. Quels contre-pouvoirs pourront s'opposer aux dérives d'un PS en position de monopole qui sera peut-être, sait-on, tenté de reproduire à grande échelle les magouilles qui ont percé dans le sud de la France il y a quelques mois et désormais maintenant dans le nord. Voilà. Et puis moi je voudrais ajouter quelque chose quand même, parce que dans les affaires de financement occulte qui ont affecté la droite ces dernières années, ou plutôt ces derniers mois, on se souvient dans les journaux de 20h, je le redis, on nous a parlé tous les soirs d'Éric Woerth, de Liliane Bettencourt, Nicolas Sarkozy, même chose dans l'affaire Karachi. On nous a laissé imaginer presque Sarkozy qui allait lui-même chercher ses petites enveloppes. On ne s'est pas privé de nous raconter cette histoire. Bon, et moi, c'est vrai que ces journalistes n'ont pas économisé leur verve pour nous raconter cette droite corrompue jusqu'à l'os. Mais j'aimerais bien que ces mêmes journalistes se penchent sur les présumées pratiques mafieuses d'un PS du Pas-de-Calais. Voilà, avec la même énergie et la même insistance, à mon avis, ça ne serait que justice. Bonjour Alice Desgors, c'était dur avec les confrères, les présentateurs du journal de 20h, mais c'est vrai quoi, on tape toujours sur la droite. Là, je pense qu'il faut parler de Rose Mafia de Gérard d'Allongeville. Voilà. Bonjour Eric, bonjour à tous. Moi je vous propose de participer au Brunet-Métrie. Comme tous les jours, ça se passe sur rmc.fr. Pour vous Eric, les affaires de corruption présumées peuvent faire perdre François Hollande. C'est partagé Eric, puisque pour le moment, vous qui nous écoutez, vous êtes à 52% carrément d'accord et donc à 48% carrément pas d'accord. On vous attend sur rmc.fr, bien sûr. On vous attend également au 32-16 pour participer à la queue du Mickey, Eric. Voilà, comme tous les jours, si vous êtes indécis pour le vote, le scrutin, le premier tour de l'élection présidentielle, eh bien vous nous dites, vous, l'indécis, qui vous a bluffé, qui a retenu votre attention dans les candidats à l'élection présidentielle. C'est la queue du Mickey. Voilà, Gérard d'Allongeville dans une seconde et Jérôme Gage, président socialiste du Conseil général de l'Essonne également. À tout de suite. Alors on se dit, mais zoom politique, ça doit être un métier difficile, zoom politique. C'est pas vrai. Les études, c'est très simple. Les études, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers. Parce que les 4 leaders des grandes formations politiques françaises ne sont pas les uns contre les autres, mais bien unis comme les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main. Un pour tous, tous pourris. RMC, Carrément Brunet. Carrément Brunet, Eric Brunet. Bonjour Gérard d'Allongeville. Bonjour. Bonjour Jérôme Gage. Bonjour. Gérard d'Allongeville, je vais commencer par lire, si vous êtes d'accord, les premières lignes de votre livre Rose Mafia qui vient de paraître chez Jacob Duvernay. Je m'appelle Gérard d'Allongeville, j'ai été membre du Parti Socialiste, maire d'Hénin-Beaumont, une ville ouvrière au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. J'ai été en détention, en maison d'arrêt pendant plus de 8 mois. J'ai connu l'enfer de la prison, un endroit dont on ne revient jamais. On ne s'en remet pas, ni soi-même, ni ses proches. Aujourd'hui encore, je n'ai pas oublié les cris, les portes qui se referment sur la vie et la liberté. Militant du PS depuis ma jeunesse, fils de la génération Mitterrand, j'ai tout fait pour et avec le Parti Socialiste. Collaborateur d'élus, élu moi-même, j'ai été au cœur du système PS dans le Pas-de-Calais. J'ai toujours cru en mon parti, mais j'ai menti pour le protéger. Toute
commence pour vous, enfin le dossier juridique qui vous a amené en prison d'ailleurs, par un coffre-fort et je crois 13 000 € en liquide à l'intérieur. C'est ça, c'est comme ça que ça démarre. Donc ça démarre par une perquisition, hein, une garde à vue effectivement. Donc lors de la perquisition, elle a lieu où cette perquisition? À la mairie à mon domicile, elle a lieu en mairie également, donc dans mon bureau en mairie. Effectivement, bon, le coffre, je l'explique après, a servi depuis des décennies à alimenter justement l'argent du parti et notamment les cotisations, les adhésions des militants. Pourquoi vous décidez de parler à ce moment-là? Mais, si vous voulez, en fait, moi j'ai écrit à la juge d'instruction il y a maintenant un an, en janvier 2011, et après, bon, les courriers se sont retrouvés un peu dans la presse l'année dernière, en fin d'année dernière, donc j'ai décidé effectivement plutôt d'être maître un peu de l'écriture, de ce qui pourra se dire, et donc j'ai souhaité sortir ce livre. Bon, j'avais déjà débuté en détention sur la partie personnelle, quoi, qui est très dure à vivre. Et donc là, effectivement, on a anticipé sa parution pour effectivement coller un peu à cette actualité de courrier qui devait rester dans le secret de l'instruction. Alors, Jérôme Gage est avec moi. Bonjour Jérôme Gage. Bonjour. Vous êtes président socialiste du Conseil général de l'Essonne. Je vais demander de venir parce que vous êtes quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, n'aimez pas la langue de bois, c'est formidable. Vous n'avez rien à voir avec cette affaire, à part que vous êtes membre du Parti socialiste. Mais si vous êtes d'accord, vous m'accordez encore 5 minutes pour bien planter le décor, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. C'est assez particulier quand même. Et puis, dans une seconde ou dans quelques minutes, vous répondrez, si vous êtes d'accord, aux questions que j'ai à vous poser sur le Parti socialiste en général, bien sûr, sur ces questions de financement. Alors, revenons au bouquin. Vous nous racontez quand même, là, Gérard d'Allongeville, un véritable système qui existe dans le Nord-Pas-de-Calais depuis toujours, depuis les années 70, 60, même avant, non? Voilà, bon, c'est un système qui existe depuis plusieurs décennies, effectivement, donc qui existe à travers les collectivités locales, à travers les sociétés et l'économie mixte. Donc, moi, je le dis très sincèrement, je me serais jamais non plus décidé à parler si je m'étais pas retrouvé au cœur justement de ce dossier. Au cœur du système, il y a la Sogi Norpa, c'est un bailleur social qui gère 62 000 logements, c'est des logements HLM. Voilà, et la Sogi Norpa, vous dites, n'est pas seulement un tiroir-caisse pour le député maire de Liévin, c'est une machine à marché lucratif pour les entreprises du bâtiment, c'est aussi un distributeur d'emplois fictifs pour récompenser les copains et s'assurer de leur silence et de leur soumission. Donc, le cœur du système, c'est quelques sociétés comme ça. Il y a également une société d'économie mixte locale, qui sont quoi? Qui sont des tiroirs-caisses, qui sont... Oui, alors, bon, si j'étais le seul à le dire, mais il y a eu les rapports de la Chambre régionale des comptes, il y a eu des déclarations des syndicalistes, des enquêtes menées par vos confrères journalistes. Effectivement, bon, tout se recoupe sur ce fonctionnement ancien, comme vous le rappelez. Donc la Sogi Norpa, c'est l'organisme qui a repris la gestion des logements des houillères dans le Nord-Pas-de-Calais, donc 62 000 logements. Effectivement, on retrouve, la CRC le disait dans un rapport, un petit groupe d'entreprises du BTP qui sont attributaires des marchés pour la Sogi Norpa, pour la société d'économie mixte. Le système, alors puisqu'on parle du fonctionnement du système qui fait passer, si vous voulez, dans l'escarcelle du Parti socialiste des fonds publics, là, ça va de la Sogi Norpa vers le Parti socialiste ou ça va... Qui est-ce qui donne l'argent qu'on a retrouvé dans votre coffre, par exemple, pour être très concret? Expliquez-moi le cheminement, comment sont arrivés les billets dans votre coffre. Les circuits sont compliqués et bien huilés depuis les années. Donc on a aussi les emplois de complaisance. Donc on peut parler vraiment d'un système où personne n'en sort puisque personne ne peut parler. Et cet argent, moi je l'ai expliqué, je l'explique dans le livre, je l'ai dit clairement, c'est effectivement les entreprises du BTP qui l'avaient reversé à mon premier adjoint qui lui était en charge du financement de la section et depuis de nombreuses années, puisqu'il était le premier adjoint de mon prédécesseur, il était l'adjoint aux travaux de l'ancien maire. Donc tout un système effectivement où les entreprises du BTP, certaines, encore une fois, il ne s'agit pas de salir l'ensemble de la profession, ni l'ensemble des élus. Enfin, certaines, parce qu'on parle que de 13 000 € dans votre coffre, mais en réalité, c'est considérable. On parle de sommes gigantesques, là. Beaucoup plus conséquent, oui, bien évidemment. Oui, oui. Alors, dans ces entreprises de BTP, où s'organisent les deals? Vous le racontez très, très clairement. Les deals, ça se passe dans des loges maçonniques. Vous évoquez d'ailleurs votre entrée à vous, en franc-maçonnerie. On vous a à peine laissé le choix. Voilà, t'es élu,
t'es dans le Pas-de-Calais, t'es maire d'Hénin-Beaumont, qui est la 5e ville du Pas-de-Calais, ben, tu vas rentrer en franc-maçonnerie. Voilà. Alors vous dites, chacun a une fonction dans les loges qui peut en intéresser un autre. L'un est entrepreneur dans le bâtiment, l'autre donneur d'ordre, maître d'ouvrage, un autre est maire, directeur de société d'économie mixte, un autre est architecte. Rien n'est laissé au hasard. Tous les maillons sont présents pour ne pas rater un marché, une candidature, un appel d'offres. Vous expliquez que c'est là qu'on dit, bon ben la crèche que je dois construire l'année prochaine, c'est toi, quelqu'un vous rappelle, j'ai une entreprise d'électricité, etc. C'est pas la franc-maçonnerie que je dénonce, c'est que vous dénoncez, c'est la franc-maçonnerie organisée, vampirisée par le Parti Socialiste dans votre département. Voilà, encore une fois, bon, c'est la version franc-maçonnerie Bassaminier. Alors même si à l'actualité récente nous a amené jusqu'au Carlton de Lille, où on voit une organisation là aussi bien huilée. Mais effectivement, bon, c'est l'occasion lors des agates d'échanger les cartes de visite. Effectivement, les élus, les entreprises, tout le monde. Il y a des deals qui se font là. Il y a des deals qui se font pendant les réunions en franc-maçonnerie. Voilà. Et en dehors des commissions officielles d'appel d'offres, je l'explique très clairement comment les choses peuvent s'organiser. C'est-à-dire qu'on passe en marge, à la marge, à côté des processus officiels, légaux, obligatoires d'appel d'offres. À côté du cadre légal, tout à fait. On s'organise une fois que le receveur et toutes les représentants de la répression des fraudes ne sont plus présents à la réunion. Effectivement, les choses s'organisent de cette façon. Donc en amont, à travers une entente, ou en aval, effectivement, lorsqu'il s'agit de peaufiner un appel d'offres, on demande au directeur des services techniques, au directeur général. C'est une vraie mafia que vous racontez. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 1200 adhérents socialistes dans la région d'Hénin-Beaumont, mais tous ne paient pas leur carte d'adhésion. Qui est-ce qui paie pour ceux qui ne veulent pas moi j'ai expliqué pour ce qui est celle de la section d'Hénin-Beaumont. C'est pas une actualité 2012, c'est très ancien. Effectivement, on a cette tradition où ça permet effectivement cet argent en espèces qui arrive du BTP. Les militants font un don en espèces à la section, ce qui permet à la section de rentrer l'argent dans la caisse de la section, d'avoir une trésorerie officielle et après de pouvoir financer tout à fait légalement, officiellement, diverses opérations et de reverser à la fédération à travers des chèques. Alors, donc moi je suis militant, on me demande de donner 500 €, donc très bien. Mais en contrepartie, les entreprises me donnent 550 ou 600 à moi. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire en fait, je gagne 50 € et puis ça vous permet à vous de blanchir de l'argent. C'est un système que vous avez connu, que vous avez pratiqué, ça. Moi, je ne parle que de ce que je connais. Donc, effectivement, on l'a pratiqué. Et bien évidemment, pour celles et ceux qui souhaiteraient aller sur le terrain de la diffamation, j'ai conservé les reçus en espèces et la copie des chèques. Parce que quand on s'appelle Monsieur Brunet ou Monsieur Dallongeville, si on fait un don de 300 €, 200 €, ça peut paraître cohérent lorsqu'on est effectivement malheureusement au chômage, en difficulté, en invalidité ou on a une petite retraite. Lorsqu'on calque un peu les dons, les généreux dons de certains militants avec leur vrai. Voilà. Comment les remercier tous ces militants? Ils avaient quoi? On les remerciait comment? Les militants sont dévoués pour beaucoup par nature, donc ça fait partie d'un petit job parfois pour la cousine. Après voilà, on peut rentrer dans un clientélisme où effectivement chacun a malheureusement, parce que c'est l'actualité sociale. Vous l'avez fait? Bien sûr, et d'autres dans le bassin minier. Mais c'est-à-dire quoi le clientélisme? On trouvait un travail dans... Voilà, c'est la difficulté pour les militants, la vie de tous les jours. Donc c'est leurs enfants, leurs conjoints, c'est le logement. Effectivement, après lorsqu'on est à la tête de société d'économie mixte, qui gère plusieurs milliers ou dizaines de milliers de logements, on peut répondre à l'attente de nos militants. Jérôme Guedj, président socialiste du Conseil général de l'Essonne, je rappelle, vous n'avez rien à voir avec le Pas-de-Calais, je rappelle que j'ai quand même tenu à ce que vous soyez là. La question légitime, est-ce que vous le comprenez? À l'heure où les instituts de sondage nous disent que François Hollande a de grandes chances d'être élu dans quelques semaines, la question légitime que les gens peuvent se poser, c'est est-ce que l'État socialiste, l'État PS, ça va ressembler à ça? Parce que quand même ça a perduré, et là on va en parler dans quelques instants avec Gérard Dallongeville, mais bon, il est évident que beaucoup d'éléphants de la rue de Solferino étaient au courant, donc voilà, et si Gérard Dallongeville n'avait pas écrit ce bouquin, ça aurait peut-être perduré, donc c'est légitime de se poser cette question, vous trouvez pas? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, cher Éric Brunet? Moi, je suis pas venu pour parler de l'affaire dont parle Monsieur Dallongeville. Moi, je suis militant du Parti Socialiste, je suis membre du bureau national du Parti Socialiste, je suis dans l'équipe de campagne de François Hollande, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les gros sabots avec lesquels vous abordez la question dans votre édito tout à l'heure, en nous expliquant que c'est ça qui va permettre
à Nicolas Sarkozy de prendre le dessus sur François Hollande. Qu'on se méprenne je crois que ça va faire mal à François Hollande. Non, mais ça c'est votre, c'est la subtilité et la finesse de votre porte d'entrée. J'ai la même subtilité que Nouvel Obs. Je vous lirai un article de Serge Raffi, journaliste de Nouvel Obs. C'est normal. Il faut dit la même chose. Il faut que vous mettiez du crédit au livre que vous avez par ailleurs écrit. Pourquoi Sarkozy va gagner? Pour que votre pari soit victorieux, il faut aller chercher tout ce qui peut être cherché. Donc, moi, qu'on se méprenne pas. Si on doit parler de la question de la morale dans la vie publique, de l'éthique, des affaires, c'est un sujet qui doit et qui peut être sur la place publique au moment d'un grand rendez-vous démocratique comme l'élection présidentielle. Et ça me paraît absolument légitime. De là à faire le raccourci très bref qui est opéré, qui consiste à dire je prends une affaire et je vais juste dire un mot. Il y en a deux, il y a l'affaire Guérini, il y a les Bouches-du-Rhône. Il y a un effet de volume là maintenant. Je vais juste prendre par pointillise comme ça et de dire on va faire une généralité et de dire que l'État PS demain, d'abord il n'y aura pas d'État PS, au contraire, on ne veut pas passer d'un État UMP à un État PS, on veut réhabiliter ce qui fait la confiance dans les institutions, ce qui fait la confiance dans le pacte républicain, mais que les choses soient claires, là où il y a des élus, quel que soit leur couleur politique et quelle que soit leur responsabilité, qui sont pris les mains dans la confiture, c'est tolérance zéro. Moi, je suis un républicain qui considère que on ne doit avoir absolument aucune indulgence, qu'il faut mettre des règles très claires, que ça passe par une justice réellement indépendante pour que les délais d'instruction de ces affaires ne s'étalent pas sur des mois et sur des années, qu'on soit capable de mettre fin aux conflits d'intérêts qui sont absolument insupportables et qui font qu'on a des élus dont les proches ou dont leur propre activité eux-mêmes les fait mettre en contact avec des responsables et des décideurs économiques, des chefs d'entreprise. Il faut étanchéifier tout ça. Mais je veux pas vous laisser dire que à partir de cette affaire, et je le dis, et ce sera la seule évocation. Comme d'autres, moi je peux douter de la crédibilité de ce que nous raconte Monsieur Dallongeville. Je laisse la justice faire son travail. Moi j'ai confiance dans la justice. Je veux qu'elle soit indépendante. Je veux qu'elle aille au bout des affaires. Et à ce moment-là, on en tirera les conséquences. Mais ne venez pas jeter la responsabilité au Parti socialiste dans son ensemble. Aujourd'hui, on a une campagne présidentielle à mener. François Hollande, par exemple, a fait une proposition très claire. Non, mais je jette pas la responsabilité, je dis que ça peut faire mal. Écoutez juste, mais je vous entends. Je reviendrai sur la proposition sur la lutte contre la corruption de François Hollande. Pour revenir là-dessus, que dit Serge Raffi, qui n'est pas un homme de droite, qui est plutôt un journaliste de centre-gauche, modéré, il dit cette semaine dans le Nouvel Obs, l'électeur de gauche a un énorme défaut, il est habité par un moralisme inoxydable. L'électorat de droite n'a pas ces pudeurs de dame patronesse sur les questions d'argent douteux. On ne punit pas son camp pour ce genre de pécadilles à droite. On vote. En revanche, l'électeur de gauche, lui, est très sensible à ce genre de climat. François Hollande, l'homme qui avait dit qu'il n'aimait pas les riches, le sait et se méfie terriblement de ce genre de dérive de la campagne. Je suis pas en train de vous dire formidable à droite et tout va bien en PS. Non. Il y a des affaires à droite, il y a des affaires à gauche. Je dis simplement que les affaires à gauche, elles risquent de pénaliser davantage la gauche que les affaires de droite, la droite. C'est tout. Si vous êtes en train de dire que les électeurs de gauche sont plus exigeants en termes de morale publique, moi je vais pas. Sur cette question du financement des partis, je vais vous dire, je suis convaincu que c'est une affaire qui est une affaire d'abord et avant tout de citoyens de ce pays. Parce que à chaque fois qu'il y a de la corruption, à chaque fois qu'il y a des affaires, c'est la confiance dans l'action publique qui est remise en question. Et moi ça m'inquiète. Est-ce que vous en voulez à Gérard Dallongeville qui est en face de vous d'avoir écrit ce livre? Moi d'abord je lui en veux d'avoir écrit ce livre pour la raison que je ne sais pas quel est l'objectif poursuivi dès lors que sa crédibilité, parce que son parcours, parce que sa propre il a été en prison, affaire, il a été maire précisément de la 5e ville du Pas-de-Calais, il a été en prison. Je comprends, révoqué par le président de la République dans ses fonctions de maire, c'est pas rien. C'est donc mais moi encore une fois je veux pas me prononcer. Il y a des mises en cause de Monsieur Dallongeville, il y a des enquêtes préliminaires qui sont ouvertes, la justice va faire son travail et le meilleur service qu'on peut lui rendre, c'est qu'elle puisse le faire en toute indépendance, que les sanctions puissent être prises. S'agissant du fonctionnement interne du Parti socialiste, et Martine Aubry l'a toujours dit, pour celle des affaires qui mettaient en cause le fonctionnement interne du Parti socialiste, c'est elle-même, c'est le bureau national du Parti socialiste qui a lancé les investigations, mais nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des juges. Pour ce qui concerne le fonctionnement du Parti socialiste à certains endroits, on a pu soit mettre en place
une commission d'enquête à l'intérieur du Parti socialiste, mais dès l'instant où des affaires basculaient ou pouvaient basculer dans le champ de la justice, c'est à elle à prendre ses responsabilités, et encore une fois autour du principe de la tolérance zéro à l'endroit des élus, quelle que soit leur responsabilité. Mais j'ajoute d'un mot, si vous voulez allumer ces contre-feux, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre édito, pour faire oublier celle des affaires d'État. Que les journaux de 20 heures nous parlent du livre de Dallongeville, oui, comme ils ont parlé de Karachi et comme ils ont parlé de mais vous voyez, on n'est pas forcément, même si je n'exonère aucune responsabilité, dans le même niveau d'intensité, dans le même parallélisme. La seule différence, voyez-vous, à Karachi, Éric Brunet, la seule différence, Éric Brunet à Karachi, c'est qu'il y a des Français qui sont morts du fait de l'existence possible de ces rétrocommissions. Et quand on invoque le secret défense, c'est pas l'État UMP qui les a tués, c'est des terroristes en Afghanistan, c'est pas l'État UMP. En tous les cas, un des éléments connexes ou directement liés à cette affaire. Et je préférerais qu'on ne nous invoque pas le secret défense et qu'on ne nous mette pas en responsabilité. Donc, l'idée d'allumer des contre-feux et de dire, voyez, tous pourris, faut être bien conscient. Non, je dis pas faut être bien conscient de la conséquence. Oui, vous allez me dire que ça fait monter les voix du Front National. C'est que moi, ça fait douter. Et Hénin Beaumont en est un bel exemple, justement, sur la manière de faire monter les voix du Front National. On parle pas d'Hénin Beaumont pour pas faire voter les Front. Non, pas du tout. Je vous ai dit, il faut du Parti socialiste. Il faut parler à chaque fois de toutes les affaires qui sont des entorses au pacte républicain, à la confiance qu'on doit avoir dans les élus. Mais de là à en faire, mais je comprends, voilà, on est dans carrément Brunet. Non, mais c'est pas ça, c'est une affaire majeure. C'est une affaire majeure. Ce que raconte Dallongeville dans Rose Mafia, excusez-moi, c'est majeur. Il raconte un système majeur le jour où la justice en aura tiré les enseignements et les conséquences et sera allé au bout du processus. Et moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays, même si parfois je préférais qu'elle puisse être plus indépendante, notamment dans la manière d'instruire ces affaires. Alors, tout à l'heure, dans un instant, je reviendrai vers Gérard Dallongeville sur la question, effectivement, vous venez de parler des responsables du Parti Socialiste, vous répondrez à cette question, est-ce que dans cette affaire, qui touche tout le Pas-de-Calais et d'une manière plus générale le Nord et le Parti Socialiste, est-ce que, selon vous, ne répondez pas maintenant, il y a eu des éléphants de la rue de Solferino du Parti Socialiste qui ont été à un moment donné au contact avec cette vérité-là que vous balancez dans votre bouquin. Avant, peut-être, je vais revenir avec Alice Desgors sur le Brunet-Métry. Est-ce que ça vote? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de votes. Ça vote sur rmc.fr. Je rappelle que pour vous, Éric, les affaires de corruption présumées au sein du PS peuvent faire perdre François Hollande. C'est partagé puisque vous êtes à 55% carrément d'accord et donc à 45% carrément pas d'accord. Allez, on se retrouve dans une petite seconde avec mes deux invités, Gérard Dallongeville et Jérôme Gage, président socialiste du Conseil général de l'Essonne. Moi, vous savez, sur les affaires, j'ai une règle simple. La justice, toute la justice. Et ceux qui, quelle que soit leur sensibilité politique, sont condamnés pour faits de corruption, ne pourront plus se présenter à des mandats publics. Est-ce que je peux être plus clair? RMC, carrément Brunet, Éric Brunet. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h, 14h, c'est carrément Brunet, Éric Brunet. Français, les affaires se multiplient autour de vos hommes politiques. Vous doutez d'eux, vous vous réfugiez derrière le tous pourri. Eh bien, vous faites fausse route, et les faits le démontrent. Dominique de Villepin, innocenté. DSK, innocenté. Jacques Chirac, innocenté dans plus de 14 affaires. Nicolas Sarkozy, jamais inquiété. Charles Pasqua, innocenté dans 6 affaires. Patrick Balkany, rarement condamné. Jean-Noël Guérini, bientôt innocenté. Tous pourris ? Certainement pas. Tous libres, ça c'est sûr. La classe politique française, innocente depuis 1945. Voilà, c'est une petite production des Guignols de l'info. On parle aujourd'hui de Rose Mafia, le livre publié par Gérard Dallongeville, l'ancien maire socialiste d'Hénin Beaumont, qui a fait 8 mois de prison et qui dévoile aujourd'hui le système, qui dévoile. Alors je ne sais pas comment faut faire, il faudrait que j'utilise le conditionnel parce que c'est un livre et qu'il n'y a pas eu de jugement. Il y a 4 enquêtes qui viennent d'être lancées et il parle de blanchiment d'argent, d'appels, d'offres truquées, de clientélisme. Il est socialiste ou plutôt ancien socialiste. Il raconte l'inavouable, nous dit son livre, Rose Mafia, paru chez Jacob Duvernay. Vous n'êtes plus au Parti Socialiste, hein? Non, je suis plus membre du Parti Socialiste. Et vous ne recevrez plus, a priori, l'investiture du Parti Socialiste pour une élection. Je ne pense pas à la solliciter moi-même. Mais c'est assez schizophrénique pour vous, parce que vous avez consacré votre vie. Vous avez quel âge, Gérard Dallongeville? Je vais avoir 42 ans. 42 ans, vous avez consacré votre vie de militant, d'élu au Parti Socialiste. Vous faites un bouquin qui est très dur pour le Parti Socialiste et le système qui met
vous êtes toujours de gauche au fond de vous êtes toujours socialiste. Et vous doit y avoir des nuits un peu difficiles pour vous, non? Oui, bon, on doit vous téléphoner, vos anciens camarades du Parti socialiste, vous dire t'es fou, t'es un salaud, pourquoi t'as écrit ce bouquin? Non, mais vous subissez ce genre de pression? Bien évidemment. Bon, puis je veux dire, on le ressent aussi à travers l'intervention du président du Conseil général de l'Essonne. Bon, je veux dire, c'est pas une question de savoir si on se classe dans les salopards, dans les traîtres, hein, parce que on dit les choses. Moi, si vous voulez, j'ai pas de leçon à recevoir. Et c'était pas les propos, Monsieur Gage, mais je veux dire, pendant 8 mois, moi, je me suis tu pour couvrir une situation parce que nous avions en prison. Voilà, parce que nous avions les régionales en Nord-Pas-de-Calais, parce qu'effectivement, les questions précises, circonstanciées de la police judiciaire, de la juge d'instruction, nous ramenaient inévitablement aux sociétés d'économie mixte, à la façon dont étaient gérées les collectivités. Alors, j'ai couvert. Donc j'ai pas de leçon à recevoir. Simplement, moi je reste un homme et j'ai une famille. Et au bout d'un moment, effectivement, voilà, on craque. Donc on appelle ça un manque de courage, on appelle ça comme on veut. Hein, mais je reste humain et j'ai dit les choses telles que je les ressentais. Après, moi j'appelle tout le monde à rester sur le terrain de la présomption d'innocence. Vous parlez beaucoup du député maire, un élément très central dans le dispositif que vous décrivez dans votre bouquin, de Liévin qui s'appelle Jean-Pierre Cuchéda. Hein. Vous dites partout, je l'ai accompagné, je l'ai vu sortir ses multiples cartes bleues, un coup celle de la Soginorpa, hein, qui administre ses logements sociaux, un coup celle d'Adevia, une société d'économie mixte qui est au cœur du dispositif que vous décrivez. Hein. Je ne sais pas s'il en a une propre à lui-même, mais la plupart du temps, dites-vous, il n'en sort aucune, car il y a très souvent quelqu'un à côté de lui pour lui servir de chéquier vivant. Vous décrivez un système mafieux. Là, c'est l'adjectif, c'est le premier adjectif qui me vient à l'esprit. La question que je veux vous poser, c'est les grands du Parti socialiste de la rue de Solferino. Dans quelle mesure étaient-ils informés? Ils savaient pas, ils savaient un peu. Ils sont venus. François Hollande est venu à Hénin-Beaumont il y a pas longtemps. Vous soutenir à vous d'ailleurs quand vous étiez candidat à l'élection municipale. Donc quel est leur degré d'information sur ce système? Le degré d'information, il est total. Donc Martine Aubry, Martine Aubry comme François Hollande connaissent les situations du bassin minier. Simplement, moi je l'ai redit à vos confrères. Je le redis aujourd'hui, c'est pas un livre anti-Hollande, c'est pas un livre anti-Parti socialiste, c'est un livre anti-système. Donc, si on veut effectivement changer les choses lorsqu'on est candidat socialiste aux élections présidentielles, lorsqu'on veut prétendre aux plus hautes fonctions de l'État, il faut d'abord changer les choses à l'intérieur de Solferino. Donc, François est à la tête de Solferino pendant plus de 10 ans. Il est venu me soutenir, vous l'avez rappelé. Bon, et Martine Aubry, vous savez, Hénin-Beaumont, c'est un quart d'heure de Lille, par l'autoroute. Donc, Martine connaît parfaitement la situation. Vous racontez qu'elle a couvert d'ailleurs Madame Lindemann dans une histoire d'emploi fictif. Il y avait dans votre mairie un salarié qui était un assistant de Madame Marie-Noëlle Lindemann. Vous expliquez qu'il était jamais en mairie, que ça s'appelle un emploi fictif. À un moment donné, vous, le maire, vous dites ça peut plus durer. Sauf que Marie-Noëlle Lindemann passe un coup de fil à Martine Aubry et vous racontez dans votre livre que Martine Aubry vous appelle pour vous dire il faut le garder. Et on garde ce jeune garçon. Bon, alors c'est ce qui peut me rapprocher du président et de l'Essonne, c'est qu'effectivement, Marie-Noëlle Lindemann, c'est l'ancienne maire d'Athis-Mons. Et c'est pour ça, en termes de crédibilité, si vous regardez les nombreux rapports de la Chambre régionale des comptes sur la gestion d'Athis-Mons par Marie-Noëlle Lindemann, bon, on pourrait en discuter des heures. Alors attendez, il y a un moment où ça devient insupportable quand la rumeur colportée sur la crédibilité. Donc je vous réponds, Monsieur le Président, si vous voulez, sur la crédibilité, j'ai pas de leçon à recevoir sur ce terrain-là, parce que Marie-Noëlle, si on veut avancer à gauche au Parti socialiste, ça passe par ce nettoyage. Qu'est-ce qu'elle a obtenu, Marie-Noëlle Lindemann? L'investiture. Alors je tiens à dire que Marie-Noëlle Lindemann nie complètement ça, parce que cette histoire de côté, et Martine Aubry aussi. Non, mais voyez, ce qui est insupportable, c'est qu'on a la rumeur répétée, colportée, qui devient une sorte de vérité. Le livre de Monsieur Dallongeville, vous êtes dur avec lui. Vous êtes dur avec votre camarade socialiste. Ce n'est pas ni un rapport de la Chambre régionale des comptes. Ceux d'ailleurs qui ont été écrits sur Hénin-Beaumont du temps de votre gestion n'étaient pas forcément très favorables. Municipale, et c'est pas non plus les conclusions d'un juge d'instruction. Donc vous prenez pour argent comptant ce qui est écrit. Non, j'ai dit que c'était écrit dans le livre, mais j'ai dit que ça a été contesté par exemple par Marie-Noëlle Lindemann. Et je crois même classé sans suite par l'instruction qui a été faite. Donc vous voyez bien tout à fait qu'il faut faire sur la situation. Attention, mais voyez bien. Attendez, franchement, ce que décrit Dallongeville, franchement, soyons honnêtes, c'est un système. On peut pas nier qu'il y a un système qui existe, qui
soit hors de la normalité dans le Pas-de-Calais. Et pour être parfaitement honnête, je suis sûr que ce système sous d'autres formes a existé à droite aussi. Quand même, Jérôme Guedj, me dites pas que ce livre est un tissu de mensonges. Je viens de l'Essonne. Moi, j'ai été élu en Essonne en 1998, conseiller général, après les 10 années de gestion de Xavier Duboin, président du Conseil général de l'Essonne, qui lui aussi a terminé en prison parce que pacte de corruption, liaison des entreprises. Donc nous, depuis 13 ans dans ce département, moi, ça fait 1 an que j'en suis le président, il y a un point d'honneur qui consiste à dire on gère de manière respectueuse et des deniers publics et des lois de la République. Monsieur d'Allongeville, il y a dans la vie un principe humain, intime, personnel, qui s'appelle le libre arbitre. Rien ni personne ne vous oblige à franchir la ligne jaune du respect de la loi. Ceux qui le font en mesurant les conséquences que tôt ou tard ils seront amenés à payer. Le principe de l'élu engagé en responsabilité ou en action politique, c'est de respecter les lois de la République. Et je le redis, tolérance zéro. Ce qu'a dit François Hollande, vous avez passé un son il y a quelques instants, c'est l'inéligibilité pour 10 ans. Et moi je pense même qu'on peut aller plus loin. Et je suis sûr que demain on pourra faire des propositions complémentaires. Très vite, non seulement sanctionner, mais pour prévenir la corruption et les affaires. Monsieur Guedj, à ce moment-là, tolérance zéro, je vous dis, ça s'applique justement à Marie-Noël Lienemann. Ça s'applique. Mais ça s'applique. Vous dites Marie-Noël Lienemann n'a jamais été condamné pour ses affaires par la justice. Il est réel, il est confirmé par d'autres élus socialistes. Non, c'est pas ce que je dis seul. Pourquoi la justice alors ne le protège pas? Et en même temps, vous voyez, franchement, on est en train de se battre. Ça me paraît pas terrible comme faute politique. On sait très bien que ça a fonctionné comme ça et que, ma foi... Sortons du terrain judiciaire. Prenons la lettre d'Arnaud Montebourg. Qu'est-ce qu'il disait, Arnaud Montebourg? Il demandait, comme un service personnel à Martine Aubry, de regarder la situation du Pas-de-Calais. Il décrivait, il donnait des noms, il décrivait les situations précises. Il vous soutient, Gérard Darlongeville, Montebourg? Il vous soutient? Mais non, c'est pas le problème, si vous voulez. Mais il vous soutient parce qu'il c'est le monsieur propre du Parti Socialiste, il a dénoncé Guérini, il dénonce le Pas-de-Calais. Non, entre Arnaud Montebourg et Gérard Darlongeville. Donc non, mais ça serait pas humiliant. Je crois qu'Arnaud Montebourg porte l'exigence collective qui est de faire en sorte que là où il y a des choses qui doivent être corrigées, il faille les corriger. Énormément d'appels, juste une seconde, énormément d'appels au 32-16. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je défends l'idée que les affaires de corruption présumées au sein du PS pourraient faire perdre François Hollande. En tout cas, vont fortement impacter sa candidature. Voilà, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je suis convaincu de cela. Et vous votez sur rmc.fr pour me donner votre avis. Et c'est assez partagé. On est sur 55-45%. Ça n'est qu'une consultation, c'est pas un vote, mais ça m'intéresse beaucoup. Alors, je vais prendre Gilles, qui m'appelle de Seine-et-Marne. Il a 44 ans. Il est artisan, Gilles. Il écoute l'émission depuis le début. Bonjour, Gilles. Bonjour. Vous pensez quoi de cette affirmation? J'en pense que ça m'étonne pas trop n'importe comment, vu le monde petit dans lequel on se trouve. Le problème, c'est que c'est à droite, à gauche, c'est partout. Donc on sait plus. En fait, on sait plus du coup. On sait plus. Et nous, moi qui suis artisan, je me fais pilonner tous les. Là, je cours après le travail. Je ferai la même chose, mais moi, je vais direct à la casse prison, quoi. Et ça devient aberrant. Par contre, parce que là où je suis pas d'accord avec vous, monsieur Brunet, et j'ai déjà appelé pour ça, déjà le fait que vous appeliez les hommes politiques par leur nom de famille, sans dire monsieur, sans dire leur prénom, ça m'énerve. Ça, je l'ai déjà dit, je sais pas si vous l'a fait passer. Sarkozy, on n'appelle pas Sarkozy, c'est le président. On dit monsieur Sarkozy ou Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, monsieur Nicolas Sarkozy. Promis, j'y penserai. Non, mais c'est vrai, c'est à chaque fois que vous le faites, mais vous le faites avec tous les noms, les hommes politiques, même les gens qui sont sur place. Ça, c'est bon. Nous, on apprend aux enfants à être polis, et vous utilisez une formule qui me plaît pas. Gilles, excusez-moi, je vais être vigilant désormais. C'est mon côté, je me sens tellement à l'aise dans le studio d'RMC que j'ai l'impression parfois d'être à la maison. Vous avez raison. Il faut que je marque plus de respect. Par contre, c'est vrai qu'avec toutes ces histoires, on a encore eu l'exemple de l'annonce qu'on a de M. Muselier. Il n'arrêtait pas de dire M. Guérini. Il s'avère qu'apparemment, à Marseille, il a fait la même chose. Vous êtes en train de dire que... Mais c'est soit droite, gauche, on ne sait plus. On ne sait plus, on ne sait plus, on va voter quoi, on ne sait pas, on va voter à la rigueur, tous ceux qui sont les moins Poutou peut-être, parce que pourquoi? Parce que on est sûr qu'il n'en croque pas quelque part. Voilà. Merci Gilles, merci beaucoup Gilles. C'est ça qui est énervant, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci Gilles. Gilles prêt à voter pour Poutou. Fabrice m'appelle des Hauts-de-Seine où il est chef d'entreprise. Bonjour Fabrice, 38 ans. Oui, bonjour Eric et bonjour à votre invité à qui je salue son courage parce que des Gérard Darlongeville, on n'en a pas assez en France. Moi je vais vous dire, je suis entrepreneur dans les travaux publics et j'en vois des vertes et des pas mûres. Je me pose la question, pourquoi toujours les mêmes entreprises qui travaillent dans certaines municipalités, pour certaines collectivités? Il y a une corruption en France, il faut le dire. Gérard, il a été très courageux. Moi, j'ai lu les extraits de son livre.
Qui a été publié par Le Point, il me semble, la semaine dernière. J'ai lu l'article du Point. Bon, si vous voulez, j'ai pas été surpris. J'ai pas souri parce que ça me fait pas sourire, contrairement à certains de mes collègues qui me disent, bah tu sais bien que c'est comme ça, arrête de t'énerver avec la corruption. On le sait, ça a toujours été comme ça. Mais moi, je suis pas d'accord. Il y a des entreprises qui restent sur le carreau, qui regardent les autres travailler pendant que les autres elles rincent. Vous voyez, et c'est de la concurrence déloyale. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup. Je reçois le message, et vous qui êtes chef d'entreprise dans le bâtiment, j'imagine que c'est quelque chose un jour à laquelle vous avez été confronté. Voilà, on va faire un petit point avec vous, Alice, sur les votes dans un premier temps. Sur le Brunet-Métry, ça se passe sur rmc.fr. Je rappelle que pour vous, Eric, les affaires de corruption présumées au sein du PS peuvent faire perdre François Hollande. Vous êtes, pour le moment, mais il vous reste un gros quart d'heure pour participer, à 57% carrément d'accord. Voilà, vous continuez à voter sur rmc.fr. La question que je pose, c'est: est-ce que les affaires de corruption présumées au sein du PS peuvent faire perdre François Hollande? C'est votre opinion que je donnerai à la fin de cette consultation, juste avant les infos de 14h. Vous êtes indécis, vous m'appelez. L'indécis du jour s'appelle Christophe, il a 32 ans, il m'appelle de la Nièvre, où il est chef d'entreprise. Bonjour Christophe. RMC Carrément Brunet, la queue du Mickey. Salut Christophe. Salut Eric. Alors moi je suis indécis entre trois personnes. C'est Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Marine Le Pen. Vous avez un spectre large, du centre à l'extrême droite. Et alors, qui est-ce qui retient votre attention aujourd'hui? Alors, celle qui retient mon attention, c'est Marine Le Pen, parce qu'elle a parlé d'une sécurité routière un peu moins sélective. Le permis à points, il faut savoir qu'il y a des gens qui perdent leur emploi. Alors, de crise comme on est aujourd'hui, c'est pas forcément des grands délinquants de la route. C'est le permis à... Rappelez-moi, excusez-moi, elle a dit quoi sur le permis à points, Marine Le Pen? Eh bien, elle veut le supprimer. Elle supprimer, d'accord. Ok, merci à vous, voilà. Merci beaucoup Christophe, 32 ans de la Nièvre. 1 point de plus pour Marine Le Pen dans notre consultation des indécis qui dure depuis J-100. Et il me semble de mémoire que c'est François Bayrou qui est en tête, mais on donnera les résultats finaux, enfin pas finaux, intermédiaires à la fin de la semaine, vendredi, pour savoir qui, selon vous les indécis, est le meilleur candidat. Eh bien on se retrouve dans une petite seconde avec mes deux invités, Gérard Dallongeville, auteur de Rose Mafia, et Jérôme Guedj, président socialiste du Conseil général de l'Essonne. À tout de suite. N'oubliez pas, RMC s'écoute aussi sur le câble et le satellite. Alors on a reçu pas mal de messages, d'abord sur la page Facebook de l'émission. Grégory me dit l'affaire Karachi n'a pas plombé Sarkozy alors qu'il y a eu des morts. Donc non, pas du tout Eric. Je suis pas d'accord avec vous, c'est pas l'affaire du Pas-de-Calais qui va plomber François Hollande. À vous Alice. Moi j'ai reçu des mails carrémentbrunet@rmc.fr. Marie-Hélène nous a écrit, elle nous a écrit de Limoges. Limoges c'est où Eric? C'est votre ville pas de naissance, mais enfin c'est la ville de cœur. Voilà. C'est en Haute-Vienne. Ouais. Elle nous dit, Marie-Hélène, bonjour. Si on veut éviter toute corruption, il faut absolument empêcher les mandats à vie. Un seul mandat renouvelable une fois. Voilà, c'est la proposition de Marie-Hélène de Limoges. Fabrice, lui, nous a écrit de Béziers. Bonjour Eric. Pas de quartier, celui qui ait pris le doigt dans le pot de confiture, dehors à vie de la classe politique, droite et gauche, tous confondus. C'est ce que dit François Hollande, cela dit. Aucun ne doit pouvoir se présenter s'il a participé à une quelconque affaire de corruption, d'enrichissement personnel. C'est à cause de ce genre d'affaires que les Français ne se rendent plus aux urnes. Ça fout le dégoût, on ne croit plus en personne et en tout cas plus dans les politiques. Voilà ce que nous dit Fabrice de Béziers. Moi j'ai Yannick sur la page Facebook de l'émission qui me dit Pasqua, Balkany, Chirac étaient sans doute des petits saints, monsieur Brunet. Petite ironie quand même dans cette remarque sur la page Facebook carrément Brunet RMC. Page Facebook que je vous invite encore et toujours à rejoindre, à liker, à aimer. Vous l'avez fait j'espère Eric? Oui, non. Oh, vous avez pas... voilà, j'en étais sûr. Faites-le, vous qui nous écoutez, continuez à nous écrire des mails. Tiens, j'ai Laurent qui me dit le livre Rose Mafia peut faire très mal au PS, particulièrement monsieur Hollande, s'il s'avère que monsieur Hollande a couvert certains agissements ou certaines pratiques pendant le temps où il était premier secrétaire du PS. Voilà, dans ce cas, je pense que c'est terminé pour lui. Tiens, Laurent est d'accord avec moi. On vous attend au 32-16, vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous nous appelez, vous nous écrivez carrémentbrunet@rmc.fr, vous nous appelez au 32-16. RMC, Carrément Brunet, pour ou contre Brunet, prenez parti.
Voilà, RMC de plus en plus écouté dans le Nord. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je défends l'idée que les affaires de corruption présumées au sein du PS peuvent faire perdre François Hollande. On reçoit Gérard Dallongeville, qui est l'auteur de Rose Mafia. Il est l'ancien maire socialiste de Hénin-Beaumont. Et justement, j'ai un appel de Christophe, 32 ans. De Grégory, voilà, 32 ans, qui est militant socialiste dans le Pas-de-Calais, justement. Il est cadre dans le Pas-de-Calais. Bonjour Grégory. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, dû écouter cette émission aujourd'hui qu'on consacre à votre département, sur ce système mafieux que décrit Gérard Dallongeville? Alors, système mafieux dans le département, moi déjà, ce qui m'interpelle, c'est l'image que vous en donnez aujourd'hui. L'image de système mafieux dans le département, c'est vous qui le dites, c'est lui qui le dit. C'est pas ce que la justice a dit. Pour l'instant, la justice a dit c'est un problème de mafia communale et non pas départementale ou nationale. Donc aujourd'hui, on monte en tête d'épingle. On va maintenant inclure François Hollande. On pose des questions, savoir si ça va impacter sur l'élection présidentielle. Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est ces questions-là qui font que ça peut impacter. Mais ça vous Grégory, pas concerné. Vous, Grégory, sincèrement, vous êtes militant socialiste, vous êtes dans le Pas-de-Calais, vous l'avez pas vu ce système que dénonce Gérard Dallongeville? Écoutez, moi ce système-là, j'en ai entendu parler comme tout le monde, de manière ancestrale, de droite comme de gauche, dans toute la France. C'est un mythe qui existe depuis des années. On dit voilà, en politique ça se passe comme ça. Écoutez, moi aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ce système qui est décrit n'existe pas dans ce que je vis au quotidien. J'ai rêvé. Enfin, vous avez pas lu l'article du Point, c'est la semaine dernière, qui était stupéfiant. Enfin, moi, j'ai mes bras sont détachés de mon corps, et traînaient par terre. J'ai été absolument halluciné par ce que j'ai lu, et c'est très précis quand même. Et le bouquin a fait quand même démarrer 4 procédures judiciaires. C'est que on n'est pas dans un fantasme. J'ai l'impression qu'on est en train de dire n'importe quoi. Mais il faut peut-être les laisser s'achever ces procédures judiciaires. Aujourd'hui, on est en train de faire le procès avant le procès. D'accord. Raconte des faits précis, donne des noms de magistrats qui ont pris... c'est un peu facile. On prend le journal, on prend Internet, vous tapez Google, vous avez des noms de magistrats qui s'occupent d'affaires. Moi je veux bien, en entendant ce qui est aujourd'hui certain, c'est que Gérard Dallongeville décrit un système qui est le sien, qui n'est pas celui de François Hollande, qui n'est pas celui de la Fédération du Pas-de-Calais. Il veut pas qu'il y ait... Merci beaucoup Grégory, il veut pas qu'il y ait de contamination à Solferino. Y a-t-il lieu d'en faire une d'ailleurs, de dire qu'il y en a une? Si vous voulez, moi je salue l'engagement militantisme de Grégory, le militant socialiste du Pas-de-Calais. Bon, c'est ce qu'il le dit lui-même. On en entend parler, on en entend tellement parler que c'est pas un système qui est propre. Je le décris à Hénin-Beaumont. Les rapports de la CRC sur Adevias, Ginorpa et autres ne me concernent pas. Ils concernent des sociétés d'économie mixte, des structures qui agissent dans le bassin minier. La lettre d'Arnaud Montebourg, j'y reviens, elle parle de députés, de parlementaires du Pas-de-Calais. Elle parle d'un système de corruption dans le bassin minier. Donc c'est pas des propos isolés de Gérard Dallongeville, c'est pas une vue de l'esprit, c'est malheureusement un système qui existe depuis des décennies. Alors oui, François Hollande savait, oui, Martine Aubry savait. Simplement, allons de l'avant. Effectivement, allons de l'avant et faisons en sorte... Il faut arrêter avec cette théorie du complot, de la complaisance, de la connivence. Il savait, on a l'impression que... Ça fait pas de François Hollande un mafieux, ça fait pas de François Hollande... Non mais Hénin-Beaumont, c'est pas rien, c'est quand même la ville de France où il y a le plus de militants socialistes. Donc c'était pas n'importe quoi, c'est un peu comme la Fédération des Bouches-du-Rhône. On peut savoir et se dire... Je souhaite que ça change, mais c'est très complexe de changer des dispositifs qui sont pérennes et qui existent depuis longtemps. J'imagine, moi, demain, patron du Parti Socialiste, je n'aurais qu'une envie, c'est qu'il y ait plus de transparence et peut-être un peu plus d'honnêteté dans la fin. Mais en même temps, je me dirais, mon Dieu, que ça va être complexe à réformer, parce que c'est des systèmes qui existent depuis longtemps. Oui, vous voyez bien qu'on est quand même très loin de votre point de départ sur l'État PS qui serait contaminé par quelques dérives personnelles, dont celle de Monsieur Dallongeville. Ce sont pas des dérives personnelles, Monsieur Guetz, on parle d'un système qui existe dans le bassin minier du Pas-de-Calais, qui est connu par Solferino, qui a été entretenu, qui a été couvert. Simplement, allons de l'avant, encore une fois, mais ne ramenez pas ça à la situation de Gérard Dallongeville ou d'Hénin-Beaumont. Donc c'est un système qui est connu et qui est malheureusement entretenu. Alors vous savez bien après comment se passent les investitures. On peut pas dénoncer une situation où il y a 1200 militants et obtenir l'investiture pour les primaires. Donc ces questions, elles ont été aussi posées par des journalistes régionaux à François Hollande lors de sa venue dans
dans le bassin minier. Jérôme Gage, ça va faire pchit, vous croyez, cette histoire aujourd'hui du Pas-de-Calais? Vous pensez que dans la campagne, c'est un épiphénomène dont on ne reparlera plus dans 3 ou 4 jours? Vous pensez que ça peut empoisonner? qu'on en parle beaucoup. Non, mais moi j'en parle aujourd'hui, mais si vous voulez pas, je cesse d'en parler dès demain. Encore une fois, je n'élude aucun sujet. Il est mis sur la table, il faut le ramener à sa juste proportion. Vous avez bien compris que moi je suis pas rentré, je vous ai pas renvoyé à la figure les affaires de tels élus MP ou. Non mais j'en ai parlé moi-même. Ou Vert Bettencourt ou Karachi ou messieurs Djouri, Takieddine et Bourgi, où on est plutôt sur là un problème de corruption d'État, la fameuse République irréprochable qui a pris beaucoup de plomb dans l'aile. Donc moi je préfère qu'on se place dans une perspective positive. Les Français sont préoccupés, on voit bien qu'il y a ce petit réflexe. Il faut aujourd'hui trouver et améliorer les propositions. François Hollande a dit 10 ans d'inéligibilité pour les élus qui sont condamnés pour des affaires de ce type. Je pense que la sanction de l'élu est la plus dissuasive. Mais il faut aussi pouvoir faire des choses positives. Je vous parlais tout à l'heure des conflits d'intérêts. C'est un vrai problème. Quand on est un élu, il ne faut pas qu'on puisse avoir, soit dans sa famille, soit dans ses proches, des sujets avec lesquels on peut être amené à travailler. On pourrait parler du cumul des mandats. Parce que moi, je suis convaincu que c'est aussi une des manières. On ne peut pas être à la fois ministre et président d'un conseil général ou maire d'une ville. Il faut réglementer le lobbying dans ce pays. On ne peut pas être parlementaire et en même temps avocat ou travailler pour des cabinets de lobbying. Il faut développer l'expertise. Il faut développer l'expertise indépendante. Parce qu'on parle de la corruption des élus. Mais rappelez-vous l'histoire du Mediator. On n'avait pas les garde-fous qui permettaient d'éviter justement un système de corruption généralisée d'une certaine manière avec des accointances et des passerelles. Il faut plus d'indépendance dans la justice. Moi, je suis partisan, alors c'est à titre personnel, de la création d'un procureur général de la nation qui permettrait de manière indépendante de pouvoir traiter ces affaires et ne pas avoir une politique pénale dont on voit ici ou là. Je ne reparle pas de l'affaire Bettencourt. On voit bien que tous les freins avaient pu être mis pour instruire une série de ces affaires. Et il faut aussi, dernier mot, plus de déontologie. Aujourd'hui, on a des instances molles en France pour réglementer la déontologie. Vous savez, moi, je connais des hauts fonctionnaires qui, un jour, sont dans un cabinet ministériel et après vont dans une grande entreprise qu'ils ont été amenés à contrôler ou à assurer la tutelle. Je trouve que ces passerelles, cette porosité ne sont pas sains. Vous voyez bien que la question des affaires, la question de la corruption au niveau national ou au niveau local, elle mérite d'être traitée. La vraie République irréprochable, c'est un des choix qui doit être dans la campagne électorale et François Hollande et le Parti Socialiste ont fait bien des propositions en ce sens parce que les 5 années que nous venons de vivre n'ont pas été pour le coup totalement irréprochables. Oui, je vous ai laissé. C'est sympa. Vous êtes un peu sorti du débat, mais je vous ai écouté avec grande attention. Jérôme Gage, président socialiste du Conseil général de l'Essonne. Cette émission est terminée. Gérard Dallongil, vous faites quoi? Vous gagnez votre vie comment maintenant là? Écoutez, je suis enseignant vacataire, donc j'assure des remplacements, donc c'est pas facile. Et puis, quand vous avez des amis qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est jamais simple. Rose Mafia de Gérard Dallongeville aux éditions Jacob Duvernay. Voilà, merci en tout cas à tous les deux d'être venus débattre. On fait un point, le dernier point, le résultat. Le résultat final du Brunet-Métry. Je rappelle que pour vous, Eric, les affaires de corruption présumées au sein du PS peuvent faire perdre François Hollande. Vous êtes à 59% carrément d'accord. D'accord, 60-40. Voilà, merci en tout cas d'avoir cliqué, voté sur rmc.fr. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci à Jérôme Gage et à Gérard Dallongeville. Brigitte Lahaye, bonjour. Alors, dans ces entreprises de BTP, où s'organisent les deals? Vous le racontez très très clairement. Les deals, ça se passe dans des loges maçonniques. Vous évoquez d'ailleurs votre entrée à vous en franc-maçonnerie. On vous a à peine laissé le choix.